Bienvenue Mathieu. Désolé pour les oreilles, pour ceux qui sont... Tout le monde a une histoire différente en fait. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur quoi? Je comprends pas. C'est que ça tient à rien des fois. Ah, c'est clair. Hein. C'est là que j'ai vraiment commencé très sérieusement à lire des ok. études. C'était quoi les changements qui ont amené la plus grosse accélération? Honnêtement, personne ne le savait. Hein. C'est parti un peu viral parce que les gens ils commentent en mode ouais, c'est pas possible, c'est le menteur et tout. Ah, si les gars, je vous jure que c'est vrai quoi. Je vais pouvoir donner un conseil assez pratique là. Les gens pensent que main en bas du guidon, c'est là qu'on est le plus aéro. Je passe d'un 165 à 170, c'est 5 mm. Le niveau moyen des coureurs, c'est hallucinant quoi. Est-ce que ça prend vraiment du temps pour atteindre son top niveau? C'est peut-être une des pires chutes que j'ai prises de ma vie, tu vois. Bienvenue sur le 5e épisode du LSDC Podcast. Je suis votre hôte Antonin Albouy et aujourd'hui je reçois Mathieu Lambert, coureur en National 1 à l'AVCX, le plus haut niveau amateur français. Mais vous devez sûrement le connaître à travers son média Cyclisme Performance. Depuis quelques années, Mathieu nous partage toutes ses découvertes en matière d'amélioration de performance. Je l'avais reçu il y a quelques années sur la chaîne YouTube pour parler de lactate. C'était l'un des premiers en France à avoir popularisé cette approche de l'entraînement. Il a lui-même son propre podcast où j'avais eu l'opportunité d'intervenir il y a quelques mois. Je vous laisse avec notre discussion du jour. On a parlé d'amélioration des performances dans sa globalité. Vous allez repartir de cet épisode avec des outils concrets à mettre en place dès maintenant. On a également parti des limites de la recherche de progression. Il nous a expliqué les coulisses des compétitions en National 1 et on a parlé des différences entre cyclistes professionnels et amateurs. Avant de commencer l'épisode, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous êtes sur YouTube ou 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Ça aide énormément le développement de ce dernier. Et enfin, abonnez-vous à la newsletter La Science du Cyclisme. Je vous enverrai une fiche récapitulative de l'épisode pour être sûr de ne rien manquer et de retirer tous les points positifs de cet épisode. Bon visionnage à vous, c'est parti. Bienvenue Mathieu sur le LSDC Podcast. Comment vas-tu ? Très bien, merci de m'accueillir à Gérone. Je découvre cette ville avec toi et tu me fais découvrir des spécialités aussi. Alors. Et ouais, c'est ça. Il y a 4 mois de ça, tu m'avais reçu chez toi à Grenoble. Ouais. Tu m'as aussi fait découvrir un peu de nourriture. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on avait vu? Les tartes pralinées, je pense que je t'avais fait goûter. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pu te faire goûter de beau? Les flancs de Nardi pour les spécialistes du coin connaissent. Et ouais, on a découvert Grenoble, c'est une très belle ville qui a malheureusement une mauvaise réputation, mais qui est pourtant très, très chouette à vivre. Ouais, c'est clair. Moi, ça m'avait beaucoup plu, mais on me dit un peu de mal de Grenoble. On Ouais. essaye de m'éloigner de cette ville, donc peut-être ouais. que tu auras de beaux arguments pour me remotiver. Ouais, je fais ce que je peux pour remotiver les gens à venir à Grenoble, parce que c'est chouette pour le vélo. Pour moi, c'est l'endroit parfait. On a plein de massifs différents. C'est ça que j'adore à Grenoble, c'est qu'on ne fait jamais la même sortie. Voilà, il y a 4 gros massifs. Du coup, franchement, c'est génial, on s'éclate. La météo là-bas est quand même très, très bonne. Une grande partie de l'année. On a très rarement de la neige. On peut rouler toute l'année en vélo sans souci. Donc, c'est chouette. Et pendant l'hiver, ça passe ou pas en vélo ou c'est compliqué? Ouais, non, ça passe. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Après, ça dépend des hivers. Hein. Les hivers se ressemblent pas tous. Donc, voilà. Mais moi, je l'ai déjà fait quand même. Hein. Avant de décider de m'exiler en Espagne l'hiver, avant je restais à Grenoble, hein, donc ça se fait. Du coup là tu t'exiles en Espagne, tu es de passage à Gérone, mais tu vas où après? C'est ça, je vais à Pego, du coup c'est du côté de Calpe, pour ceux qui connaissent, c'est juste à côté du Val d'Ebo. Donc un petit peu la montée connue là-bas, c'est la seule montée qui fait environ 20 minutes, voire un peu moins ou même beaucoup moins si on s'appelle Tadej Pogacar, mais voilà, c'est un endroit vraiment idéal pour s'entraîner où la météo est excellente. On a du coup pas mal de montées, on est à la campagne, on est tranquille. C'est l'avantage comparé à les villes de la côte qui sont sympas mais qui sont bien plus urbaines. Là-bas, ils ne font pas les choses à moitié, c'est très, très touristique. Donc voilà, on est paumé un peu mais c'est idéal pour bien s'entraîner. Pour bien s'entraîner. Donc avant de rentrer dans les détails, de savoir pourquoi tu t'entraînes, etc., pour quel type d'objectif, je te propose qu'on passe à la dégustation. Ouais, je suis chaud. Donc là, c'est une spécialité de Gérone, ça s'appelle les chuichos. Ok. Ah, excusez-moi pour la prononciation, je ne suis pas sûr que ça se dit comme ça. Donc il y en a un qui a la mangue et l'autre au praliné. Donc okay. Je t'invite à commencer. Allez. Donc c'est extrêmement calorique aussi. Ouais, j'imagine, c'est un petit beignet du coup. C'est très bien après une séance pour récupérer. Ok. Bon, je ne me suis pas entraîné aujourd'hui malheureusement. Désolé pour les oreilles, pour ceux qui sont sur Spotify.
C'est vrai que moi je l'ai attaqué direct à la main, Ah, c'est très calorique. Ah non, mais fais comme chez toi. Hein. mais c'est vrai que c'est pas idéal. Après, on a un peu de sucre sur les doigts. Bah écoute, je vous propose qu'on finisse cette petite dégustation et on vous reprend juste après. Bon bah allez, dégustation terminée. On s'est régalé. Qu'est-ce que tu en as pensé de... Ouais, c'était très bon, merci pour la découverte. Est-ce que c'est c'est l'une de tes passions du coup, la La dégustation? dégustation, ouais, c'est clair que, comme tu dis, ça va bien avec le cyclisme. Et ouais, il faut en profiter. C'est vrai qu'en vélo, on a l'occasion parfois de découvrir un peu plein de régions différentes, plein de pays différents. Donc, ouais, si on peut profiter un petit peu, c'est vrai que ouais, des fois, quand je discute avec des cyclistes professionnels, qu'on fait soit presque tous les pays du monde, on se dit ah mais c'est génial, vous avez voyagé et tout. Alors qu'en fait, on se rend pas compte que les mecs, ils vont dans des hôtels, ils voient le plafond de leur chambre et c'est tout. Ils font une course de vélo et au final, du coup, je sais qu'il y en a pas mal qui sont un peu frustrés de ça, de se dire bah c'est vrai que j'ai fait plein de pays, mais je les connais pas quoi, en fait quoi. Ils se souviennent alors des spécialités locales peut-être dans les boulangeries? Bah même pas, parce que si tu vas pour faire une course de vélo, Ah en fait, ouais. tu manges Ah, tes ok. pâtes et du poulet, tu vois. Enfin, je grossis le trait, mais Ouais, ouais c'est clair, c'est un autre monde en fait, c'est une vie parallèle. ouais, non, c'est clair. Bon allez, on va pas perdre l'audience directement. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Mathieu, qui es-tu si si tu devais te présenter en quelques mots? Ouais, alors donc Mathieu Lambert, 23 ans, cofondateur de Cyclisme Performance Academy, que tes auditeurs connaissent peut-être. Sinon, je les invite à aller découvrir voilà, notre site internet. On a des podcasts, voilà, au nom de Cyclisme Performance Academy, des articles de blog. On fait aussi des cours en ligne sur des thématiques assez spécifiques ou voilà, des expertises qu'on a développées. Parce on est trois associés, donc on a tous un peu nos expertises différentes. Voilà, moi notamment sur le testing, la nutrition. Et donc voilà, on propose tout ça en format cours en ligne pour vraiment partager nos connaissances de façon applicable et très pratique. Et puis c'est déjà pas mal, hein. On crée aussi bah, ouais, du contenu régulier avec un mail qu'on envoie toutes les semaines où on décrypte une étude scientifique voilà, avec nos applications pratiques. Donc ça, c'est une grosse partie de ma vie. C'est vrai que là, je sens que je pars. Ouais, non, si on devait recentrer plutôt sur toi, Mathieu, Ouais, donc tu as créé Cyclisme Performance, c'est le projet que tu développes depuis maintenant quelques années. ouais, Je ouais. m'en souviens, je t'ai découvert, je faisais une sortie longue en 2021. Ouais. J'étais milieu de sortie, je commençais à m'ennuyer, donc je prends Spotify, je tape Cyclisme Performance, mais je ne te connaissais pas, je voulais apprendre un peu plus sur la performance et je suis tombé sur ton podcast. Donc après, j'ai de suite accroché et j'ai moi-même lancé la chaîne quelques mois après. Donc ça, c'est pour ton projet principal, mais à Ouais. côté de ça, tu fais aussi du vélo en tant que pratiquant. C'est ça. Donc qu'est-ce que tu fais à ce niveau-là? C'est ça, ouais, ouais, du vélo. Moi, j'en fais depuis longtemps. Voilà, j'ai commencé sérieusement, on va dire, dans les années cadets. Donc, c'est ouais, U17, donc voilà, avant 17 ans, donc autour des 15 ans. Et depuis, j'ai jamais vraiment arrêté, même si le parcours n'a pas été très linéaire ou très facile. Mais voilà, maintenant, je suis en National 1 à l'AVC Aix-en-Provence. Donc, en élite, c'est le plus haut niveau amateur. Et, euh, et voilà, c'est une super expérience d'être à ce niveau-là. On peut faire quelques courses pro, donc j'ai eu l'occasion de courir voilà, avec de belles équipes à côté de soi, c'est toujours sympa. L'Autodestiny, Alpecin, Quickstep, etc. C'est toujours impressionnant. Donc ouais, c'est une chouette expérience de vie, on apprend plein de choses. Et voilà, au final, ça partait d'une simple passion qui, bah, voilà, c'est toujours là bah, presque 10 ans après. Et c'est maintenant, j'en vis. Quoi, donc, voilà. C'est génial. Et justement, c'est quoi qui t'a amené au vélo? Comment la passion est née au début? C'est vrai que tout le monde a une histoire différente en fait. Ouais, c'est vrai. C'est assez intéressant. Ouais, souvent, c'est quand même une histoire de famille, globalement, enfin en tout cas dans ceux qui font de la compétition. Voilà, moi c'était mon grand-père quand on faisait, qui a mis un peu mon père au vélo sur le tard du coup. Voilà, quand il s'est marié avec ma mère, il a fait un peu de vélo et du coup, moi j'ai commencé le vélo. J'ai fait des courses du coup où on était toute la famille réunie dans le même peloton. Si tu veux, il y avait mon grand-père, mon père et moi. En FSGT, on pouvait faire ça. Ok. Je sais pas quel âge j'avais honnêtement. Voilà, je m'entraînais pas, hein, je faisais juste ça. Voilà, c'était marrant, ça me plaisait bien. J'avais déjà envie d'en faire un peu plus, mais mes parents n'étaient pas très chauds pour que j'en fasse en FFC, etc. Les trucs vraiment plus fédéral. Donc voilà, j'en faisais pour le plaisir. Et puis bah ouais, depuis, je n'ai pas arrêté. Ok. Et c'est à partir de quand? C'est à partir de cadet où tu as vraiment pris le vélo vraiment au sérieux avec Ouais. des ambitions qui commencent à grandir? Ouais, c'est ça, parce que
Je crois donc en minime, je faisais du coup quelques courses FSGT avec mon père et mon grand-père, mais voilà, je ne m'entraînais pas, c'était juste comme ça. Mais par contre, j'avais quand même pu j'avais négocié une journée, je comprenais une licence à la journée, j'avais pu faire une course et j'en avais chié, hein, mais ça m'avait plu. Du coup, j'ai fait une course FFC, donc avec les minimes, qui là pour le coup avaient un sacré niveau, quoi. Il y en avait qui faisaient du vélo depuis 5 ans de façon très sérieuse. Voilà, moi je suis débarqué un peu là, comme ça, mais je m'en étais quand même pas trop mal sorti. Et du coup l'année d'après, en cadet, j'ai pu commencer. Et ça a été un peu dur au début, mais j'ai vraiment bien progressé. Et KD2, je fais vraiment une saison assez exceptionnelle. Voilà, j'en ai gagné plusieurs. J'en ai gagné une très 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 belle. Je pense qu'il reste à ce jour la plus belle victoire de ma vie. Ok. J'espère en gagner d'autres. Et ouais, c'est des super souvenirs en cadet. Je pense que c'était peut-être mes meilleurs souvenirs même. Voilà, j'ai pu faire les championnats de France, etc. Et plein de belles courses où moi qui suis du coup d'origine de l'ouest de la France, des Pays de la Loire, c'est vrai que j'allais souvent courir en Bretagne, etc. Ou les trophées Madio qui sont quand même devenus maintenant des courses assez connues. En fait, en cadet, ouais, on s'éclatait quoi. Enfin, moi je m'éclatais clairement sur ces grosses courses. Ah ouais. Ah donc tu as accroché dès le début, tu n'as pas trop connu de déception en fait. C'est au contraire ces belles victoires qui t'ont fait rester dans ce milieu-là. Non, au début c'était dur quand même, hein. Au début c'était dur quand même, mais c'est vrai que je m'y intéressais vachement et j'avais un cycliste professionnel qui habitait à côté de la maison. Et donc je me souviens, ouais, après mes premières courses, lui avoir demandé conseil parce que je comprenais pas. Ouais, j'étais archi irrégulier, enfin il y avait des trucs bizarres, j'arrivais pas à comprendre, donc il m'avait un peu régulier, notamment sur l'alimentation. Enfin, moi, je connais absolument rien. En plus mes parents du coup sont en soi pas du milieu du vélo. Enfin, mon père il faisait des courses. Il le dit toujours en rigolant, mais il faisait des courses avec des papis de 60 ans. Bon, c'était pas du tout de la vraie compétition. Enfin, c'est des compétitions, mais bon, voilà, on se comprend. Et du coup, c'est vrai que du coup, ça m'a vite forcé finalement à apprendre par moi-même parce que c'était pas mes parents qui pouvaient me dire quoi faire, quoi. Mes parents, ils en savaient rien de qu'est-ce qu'il fallait faire pour être performant, quoi. Donc j'ai eu ce premier mentor-là, entre guillemets, ouais, chez les jeunes. Ok. Voilà, Sébastien Duré, je lui fais une petite dédicace Ok. à lui. Ouais. Excellent. Ah donc tu étais quand même dans une démarche de recherche et de remise en question. Ouais. Parce que je pense qu'il y en a dans ta position qui auraient pu remettre la faute à des conditions externes. On peut le voir avec le vélo, on peut trouver plein d'excuses, mais Ouais, toi c'est tu clair. remettais tout sur toi et c'est ce qui t'a incité à faire des recherches. Donc Ouais, c'est ça. Ouais. ta curiosité est née à partir de là en fait, pour réussir à t'améliorer parce que tu étais peut-être un peu frustré des performances que tu avais. C'est ça, ouais. Ouais, de se dire, mince, je comprends pas, quoi. C'est vrai que j'avais jamais fait le lien, je me souvenais même pas vraiment de ce moment-là, quoi. C'est en t'en parlant que je m'en souviens, mais ouais, d'avoir déjà eu en fait cette démarche-là de qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur, quoi. Je comprends pas. En fait, ouais, moi je devais exploser au premier tour, un truc comme ça. Enfin, bon, les courses cadets, c'est des courses, ça part très vite. C'était à fond tout le temps, je crois, à peu près. On était un par un presque. Et ouais, je me souviens que je pétais assez tôt au début, je comprenais pas, quoi. Et est-ce que, en étant jeune, tu avais l'ambition de passer pro? Est-ce que tu rêvais face au Tour de France, par exemple? Ouais, c'est venu sur l'année de KD2, je pense, hein, où là, du coup, j'en ai gagné. Ouais, championnat de France, je marchais vraiment très bien en KD. Donc, ouais, à ce moment-là, j'ai commencé à y penser et à vouloir faire les choses vraiment plus sérieusement. J'avais un entraîneur à ce moment-là, ouais, KD2. C'est vrai que j'ai eu mon premier entraîneur. Donc, quand même, ouais, ça commence à être vraiment une démarche de performance. C'était voilà, par le biais de mon club. Voilà, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est cet entraîneur-là, du coup, qui était en train de passer un doctorat à Besançon. Enfin, c'était une science de l'entraînement, le type, qui m'a aussi pas mal inspiré. Voilà, Théo Ouvrard, et qui a été pendant plusieurs années directeur de la performance chez Arkea. Voilà, qui va être dans une nouvelle équipe pour le Tour là, pour l'année prochaine. Donc, par hasard, en fait, je suis un peu tombé sur ce mec-là, qui m'a aussi pas mal inspiré pour la suite, finalement. Et ouais, KD, j'ai commencé à y penser un peu plus sérieusement, de me dire, bah tiens, ouais. Ça a l'air cool de faire du vélo et d'être payé pour ça, c'est quand même intéressant, quoi. Ok. Donc après, il y a eu les bonnes rencontres. Et toi, personnellement, à partir de quand tu t'es vraiment penché sur la performance, à mettre le nez dans les études scientifiques et à passer la seconde en termes de recherche? En vrai, c'est un peu ces périodes-là, hein, quand même. J'ai commencé très tôt. Moi, j'étais assez autonome sur Internet. Enfin, j'ai vite compris comment me servir d'un ordinateur, etc. Donc j'ai vite pu faire mes recherches. Après, les études scientifiques, ça a dû arriver un peu plus tard quand même. Là, je ne saurais pas te dater les choses, mais en tout cas, lire sur Internet des blogs, des forums, ça, ouais, ça a commencé dès cette époque-là, 16, 17 ans, 18 ans, j'étais déjà pas mal impliqué. Ouais. Ok. Et si on devait s'intéresser à ton média cyclisme performance, tu l'as lancé en quelle année? 2021, je crois que c'est ça, ouais. Ok. Mm. Et c'était quoi tes motivations à la base?
Alors, l'histoire est un peu longue parce qu'en fait, si tu veux, en Junior 2, donc à 18 ans, j'ai eu une grave chute et donc voilà, j'ai été voilà, pas mal blessé, ce qui fait que quand je suis rentré à l'université l'année d'après, j'ai eu un étalement d'études parce que je ne pouvais pas faire de sport et j'étais en STAPS et du coup, en STAPS, quand on ne fait pas de sport, on a un zéro et donc bref, il m'avait dit, bah non là, il faut que tu étales ton année sinon tu n'auras jamais ta première année de L1. Du coup, bah, moi, ça m'avait un peu embêté sur le coup, mais j'avais pas le choix. Donc, j'ai étalé ma première année, je l'ai passée en 2 ans. Et en plus de ça, il y a eu le Covid à ce moment-là, donc ça a foutu un bordel au niveau de l'université. Et pendant 9 mois, 9 mois, j'ai pas eu cours. Voilà, j'avais validé ma L1, mais je pouvais pas basculer sur ma L2. Finalement, ma première année, je l'ai passée en 1 an et demi. Et voilà, il me restait 9 mois sans rien. Ok. Donc, bah ouais, je me souviens avoir écouté un podcast et m'être dit. J'aimerais bien poser mes questions parce que là, les questions que la personne pose, c'est pas top, tu vois. J'aimerais bien poser mes questions. Je me dis, mais Ok. pourquoi je le fais pas en fait? Donc c'est comme ça que c'est né. Puis à ce moment-là, ouais, j'en faisais un par semaine. Du coup, j'ai dû commencer voilà, sur le mois de janvier ou février. Et bah, c'était un peu mon métier, quoi. Ça m'occupait bien. Ah, c'est fantastique. Ah ouais, c'est vraiment né d'un concours de circonstances. Ouais, C'est que ça tient à rien des fois, c'est clair, hein. les projets comme ça. C'est clair parce que honnêtement, j'aurais jamais lancé un truc comme ça. Je pense que si j'étais full-time à l'université, Mm. même si j'ai toujours eu envie de faire des choses à côté, au final, peut-être que je l'aurais fait. Mais bon, il faut quand même du temps. En soi, j'avais rien à faire, quoi. Hormis du vélo. Mm. Bon, j'étais pas à un niveau suffisant pour me dire, enfin, c'était pas logique de dire je vais faire que du vélo. Enfin, j'avais besoin de faire d'autres choses quand même, quoi. Et ce podcast, après, il a eu un retentissement sur, on va dire, tous les autres segments de ta vie, même tes performances en elles-mêmes. Je suppose qu'en parlant à des spécialistes, Hmm. tu as quand même bien balayé le monde du vélo et de l'entraînement. Tu as pu accéder à des informations qu'on ne retrouve pas forcément en ligne également. Ouais, ouais. Ah, bah, carrément, hein. Enfin, ouais, la première saison de podcast que j'ai fait, enfin, c'est un truc de fou en termes de connaissances, etc. Mm. C'était dingue, quoi. Enfin, moi, j'apprenais énormément. Puis en plus, du coup, je travaillais énormément les podcasts, quoi. Donc, en fait, plus j'en enregistrais un toutes les semaines, bah, finalement, pendant une semaine, je bossais à bloc le sujet. Je lisais les études. En vrai, c'est là que j'ai vraiment commencé très sérieusement à lire des Ok. études, à lire des thèses et tout. Enfin, en vrai, je passais mes Mm. journées à lire, quoi. À lire en anglais, du coup. Donc, tu vois, je me débrouillais quand même bien. Et du coup, bah, c'est un super processus d'apprentissage parce que bah là, j'allais chercher les informations et je creusais, mais pour moi, quoi, tu vois. Et en plus, du coup, quelques jours après avoir emmagasiné toutes ces informations, je pouvais poser mes questions à un expert. Ouais. Tu te rends compte le truc de ouf, Ouais, n'empêche? ouais, ouais. En vrai, du coup, bah, ouais, mes connaissances, elles ont explosé, quoi. Ah ouais. Donc il y avait plein de synergies en fait. Tu développais ton Mm. projet, ça t'aidait à développer également ta carrière de cycliste, tes performances. Parce que Ouais. comment ça se passait? T'implémentais directement, peut-être pas à l'échelle de la semaine, mais dès que tu avais des nouvelles infos, tu faisais des changements et tu testais sur toi. Ouais, c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça. On peut parler des tests lactates, par exemple. Mm. Je m'en souviens, ouais, avoir implémenté ça à cette période, hein. J'en avais discuté dans un podcast. Je ne sais pas avec qui, honnêtement. Je crois que ouais, j'ai reçu Paul Sauvage qui m'écoutera peut-être. Je te fais une petite dédicace. Je me souviens pour en parler, c'était vraiment au tout début où je commençais à creuser un peu le sujet de ces tests lactates là. Et voilà, j'avais acheté l'appareil, puis bah, ouais, je suis parti faire mes tests. Ouais, vraiment dans la démarche d'apprendre et de voir d'essayer sur moi, quoi. Mm. Ouais, et tu as eu un impact assez considérable au final en France, je pense, sur l'utilisation du lactate, parce que tu as Ouais, apporté une. Mais je t'avais reçu d'ailleurs sur la chaîne, ouais, c'est vrai. j'avais presque oublié, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. où au final tu as réussi à diffuser cette nouvelle méthode d'entraînement, et Mm. il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont adopté la méthode grâce à toi. Ouais, bah, en vrai, je pense, hein, honnêtement, à ce moment-là, c'était pas, ça n'avait pas du tout la renommée que ça a maintenant en France, à l'étranger un petit peu, et encore, mais non, en France, enfin, je me souviens, à l'époque, quelqu'un qui créait beaucoup de contenu sur le testing, qui était beaucoup sur les MOXIE, etc. Je me souviens, je l'avais interviewé en podcast, je lui avais parlé du lactate, il m'a dit ah ben non, il faut surtout pas acheter ça, le lactate, ça marche pas, quoi. Mm. Et moi, je me suis dit ah, quand même, ça m'a l'air d'être intéressant, tu vois, j'ai envie d'essayer. J'ai beaucoup hésité, hein, j'ai vraiment beaucoup hésité. J'en avais parlé à un copain, pareil, il m'avait dit mais attends, mais pourquoi tu vas acheter ça? Ça coûte quand même un peu d'argent, quoi. J'avais mis, enfin c'était mes économies, je gagnais pas de sous à cette époque-là. Ouais. Donc ouais, franchement, on trouvait pas de contenu en français, on trouvait rien, hein, sur le lactate. Ok. Donc en fait, voilà, au cours de ton cheminement, tu as eu des moments de découverte comme le lactate. Mm. Tu as eu d'autres découvertes marquantes qui ont eu un impact vraiment significatif sur toi, ta progression et même à une échelle plus globale sur ce que tu peux proposer également avec Cyclisme Performance. Bah après, il y a plein de choses, il y a plein de choses qu'on implémente. Sur la nutrition, c'est pareil, quoi. J'ai appris énormément des choses que je faisais pas du tout
avant de faire les podcasts, quoi. Donc voilà, des choses que du coup j'ai pu apprendre pareil, quoi, de mon côté pendant quelques semaines et puis après poser mes questions à un vrai spécialiste. Et ouais, sur la nutrition, sur le vélo, etc. C'est sûr que je me souviens pas exactement qu'est-ce que je faisais à l'époque, mais en tout cas, c'est sûr que c'est très loin de ce que je faisais maintenant, quoi. Ouais. Ouais, au final, si on analyse tout ce que tu as fait, j'ai l'impression qu'il y a eu deux moments marquants. Au final, c'est les thèses lactate et aussi l'approche de la nutrition avec une préconisation de beaucoup de glucides. Je parle vraiment sur le marché francophone. Je pense que tu as apporté ces deux dimensions qui n'existaient pas. Ouais, c'est vrai. En France, tu me dis si je me trompe, mais de ce que j'entends, la plupart des cyclistes aiment faire du vélo à jeun. Il y a beaucoup de croyances qui sont vraiment ancrées. Ouais. Et donc toi, tu as un peu apporté ce nouveau prisme, ce nouvel angle de vue sur la nutrition qui est assez contre-intuitif à la base. Ouais, clairement. Clairement, après, bon, je pense moins sur la nutrition que le lactate. Clairement, on a clairement vu. Alors, je pense pas que ça vient pas que de moi, évidemment, parce que même voilà, chez les pros, etc., on le voit plus sur Instagram aussi, il y a le phénomène des réseaux. Enfin, c'est vrai que peut-être que de plus en plus, les réseaux prennent une part importante, même si en soit 2021, ça passerait vieux. Mais c'est sûr que ce qui se fait au très haut niveau se démocratise, j'ai l'impression, de plus en plus rapidement vers le reste des cyclistes, quoi. Alors par rapport à une époque, parce qu'en soi, la nutrition, par exemple, consommer 90 grammes par heure de glucides, en soi, Sky, il faisait déjà ça en 2010. Honnêtement, personne ne le savait, hein. Ouais. Chris Froome postait une photo sur son Instagram de saumon et un œuf le matin et tout le monde était en mode waouh, ouais, ok, les mecs ils sont en régime cétogène au Tour de France et tout. Je me souviens, c'était ça les débats genre, à une époque, alors qu'en fait les mecs ils étaient à bloc sur les glucides. Donc ouais, je pense qu'il y avait, enfin ouais, il y a certainement encore toujours des choses qu'on ne sait pas sur qu'est-ce qui se passe au très haut niveau, mais j'ai l'impression que ça ruisselle plus vite maintenant, quoi. Et tu penses que maintenant il y a vraiment un consensus sur l'utilisation des glucides ou il y a encore peut-être des points positifs à suivre un régime cétogène? Ou toi tu as vraiment un avis tranché sur la question? Ouais, j'ai quand même un avis tranché sur la question. Moi, j'ai des avis tranchés sur beaucoup de questions. Ouais. Après, c'est des avis que je fais évoluer, évidemment. Mais c'est vrai que là-dessus, je vois pas trop de raison de revenir en arrière. Voilà. Je vois pas non plus beaucoup de raisons d'aller plus loin. Voire même, je vois pas de raison d'aller plus loin que ce qu'on recommande. Voilà, autour des 90 grammes par heure de glucides, etc. Ça reste quand même une bonne base à respecter. Mais ouais, hormis dans des situations extrêmes ou éventuellement sur de ultra endurance où voilà, peut-être qu'on peut essayer de travailler à l'entraînement sur des choses, des restrictions en glucides, mais sinon franchement non, je vois pas l'intérêt pour la performance. Ouais, ok. Et donc toi, tu as vraiment une approche holistique de la performance. Au final, la performance, c'est ta seule boussole et tu as vraiment essayé d'optimiser sur l'ensemble des points. Donc l'utilisation du lactate, c'est surtout pour développer la partie entraînement, développer les capacités physiques, physiologiques, la nutrition également. Mais tu t'es également intéressé à l'optimisation du matériel parce qu'on pourrait résumer l'équation assez facilement. Il y a un côté où on améliore les performances physiques, il y a un autre côté où on essaye d'économiser de l'énergie pour qu'à partir de cette performance, on roule plus vite. Donc, au final, la performance, c'est juste la vitesse. Comment rouler plus vite? Et donc, on a parlé déjà de cette première partie de l'équation. Et sur la deuxième partie, quels auraient été également les moments marquants de découverte à ce niveau-là? Ouais, bah c'est clair. Et c'est vrai que je reviens là-dessus. C'est un point qui me différencie aussi avec pas mal d'entraîneurs finalement. Enfin, quand j'en discute avec eux, hein, je ne m'autoproclame pas différent, mais quand j'en discute avec eux, c'est vrai qu'ils me disent ah bah ouais, c'est vrai que ça c'est intéressant parce que finalement, vu que je suis impliqué encore dans ma performance, forcément, ça me pousse à lire plus, enfin à creuser des sujets. Il y a beaucoup d'entraîneurs, je leur parle de matériel. Ouais, ils savent que c'est intéressant, mais en fait, ils s'ennuient très vite parce que pour eux, ça leur parle pas, c'est pas applicable. Enfin, ils sont un peu perdus là-dessus et je les comprends parce que en soi, bon, c'est quand même c'est compliqué quand on n'est pas directement impliqué. Du coup, le fait que moi, j'ai envie d'améliorer ma propre performance, en fait, ça me pousse à évidemment creuser tous les sujets qui sont reliés à la performance et du coup avoir un peu pas mal de petites expertises entre guillemets sur plein de domaines. Et ouais, sur le matériel, il y a eu pas mal d'étapes, hein. C'est sûr que je pense que je faisais pas mal d'erreurs à une époque comparé à maintenant. Donc voilà, on peut parler en soi sur le matériel. Moi déjà, ce que j'ai fait en fait, c'est de revenir à la base, de se dire c'est quoi la résistance à l'avancement, quoi. Pourquoi on met 200 watts et on ne va pas à vitesse infinie, quoi. En fait, forcément, il y a une limite et on est ralenti. Donc, qu'est-ce qui nous ralentit? Il y a plusieurs types donc, de résistance.
La résistance au roulement, donc c'est l'interface pneu-route, voilà, le fait de rouler sur un bitume ou sur des cailloux, etc. Enfin, tout ça aura une influence sur notre vitesse. La résistance à l'air, qui est la plus importante, voilà, peu importe la vitesse, résistance à l'air. Et tout ce qui est friction, donc du coup c'est plus mécanique, les roulements des roues, du pédalier, la chaîne, etc. Donc bah ouais, du coup je suis parti de là et essayer d'améliorer comme je peux ces trois facteurs, quoi. Ok, on va peut-être zoomer sur chacun d'entre eux. Mais c'est aussi le fait de rouler en N1 peut-être qui t'a encore plus motivé à faire des recherches et à Ouais. affiner où quelques watts peuvent avoir une différence massive. Mm. Tu sais qu'il y a beaucoup de cyclistes du coup qui pratiquent en grand fondo, médio fondo, etc. où il y a peut-être moins d'élitisme à la base, donc ils ne Ouais. vont pas forcément faire ces recherches-là. Donc toi, on va dire que c'est, tu me dis si je me trompe, c'est le fait d'être en N1 qui a vraiment Oui, qui je t'a pense. attiré Je dans pense cette dynamique. parce que aussi ça vient des discussions avec les autres, hein, tout simplement. Hein, en vrai, je m'enrichis pas seulement que d'autres collègues entraîneurs ou chercheurs, quoi. Finalement, les cyclistes à très haut niveau, il y en a beaucoup qui sont. Enfin, en fait, ceux qui font que du vélo, il faut se dire que quand ils posent le vélo, il y en a beaucoup qui sont vraiment passionnés par l'optimisation de la performance. En fait, du coup, bah, ils passent leur temps à creuser du coup tous ces sujets-là, tu vois, qui sont vraiment importants pour leur performance et rouler plus vite. Et du coup, ouais, c'est en discutant avec d'autres, hein, je pense, le moment déclencheur où ouais, on s'en rend pas forcément compte de l'extérieur, quand on ne le sait pas. Je discute, je dis ah ouais, toi tu fais ça, putain, ouais, je pensais pas qu'à ce niveau-là tu creusais autant le matériel. Faut peut-être que je m'y mette quand même parce que bah, je pense que tout le monde s'en rend compte et ça c'est vrai à tous les niveaux, hein, quand on discute avec des cyclistes. Ça roule plus vite tous les ans. Tous les ans, c'est impressionnant, il y a toujours une progression. Et donc, je pense que le matériel a sa grosse part à jouer là-dedans, c'est même certain. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que je m'y suis mis. Ouais. Ok. Et ces dernières années, c'était quoi les changements qui ont amené la plus grosse accélération, quoi, si on prend le peloton international et même en N1? Bah, ouais, c'est clairement l'aérodynamique, hein, ça c'est sûr. Parce qu'après, les autres changements sont plus marginaux, clairement. Mais l'aérodynamique, on peut parler de dizaines de watts, quoi. C'est lunaire, les gains qu'il peut y avoir. C'est principalement des gains liés à la position, tu vois, ça c'est le plus important en soi, hein. C'est là que voilà, plus on peut être entre guillemets ramassé ou en tout cas ouais, compact et diminuer notre surface frontale d'un point de vue de la position, c'est la meilleure chose à faire. Et ouais, je pense que beaucoup se concentrent là-dessus. Être du coup aussi évidemment moins large, quoi, donc réduire aussi les largeurs des cintres, hein. Ça c'est une tendance qu'on a quand même vue depuis pas mal d'années. On voit aussi la tendance des manivelles plus courtes, qui ont aussi leur explication d'un point de vue aéro, le fait d'avoir moins de flexion de hanche, donc en fait on peut plus facilement se baisser, du coup on peut plus facilement avoir une position aéro. Ouais, il y a plein de petits trucs comme ça. Et puis bon, la grosse évolution des dernières années aussi, c'est alors il y a les freins à disque, ça c'est sûr. En descente, ça roule beaucoup plus vite qu'il y a quelques années. Mais, enfin, à l'époque des freins à patins, on descendait moins vite. Du coup, c'est un peu paradoxal parce qu'en soi, avec les freins à disque, on se dit qu'on va peut-être gagner en sécurité, sauf qu'en fait, on va descendre beaucoup plus vite, on va descendre vraiment à la limite, ce qui fait qu'au final, enfin, je pense que c'est plus dangereux. Donc voilà, après des drames, il y en a toujours eu, hein, dans le vélo, c'est reste un sport quand même dangereux et ça faut pas l'oublier. Mais, mais voilà, en tout cas, du coup, ça participe à l'augmentation des vitesses moyennes, je pense, sur les cyclos et sur n'importe quelle épreuve. Enfin, même nous, quoi, quand on fait des courses, n'importe quelle course, finalement, on retarde les freinages au maximum. Ouais. C'est un truc de fou, franchement. Quand on est dans un peloton, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Ah, justement, je voulais en parler de ça. Mais juste un petit point pour clarifier, quand tu dis gagner 10 watts, c'est économiser 10 watts pour une vitesse fixe en fait. Ouais, c'est ça. En gros, mettons que pour rouler à 40 km/h, il faut qu'on soit à 250 watts. Finalement, en étant plus aéro, ça se trouve en fait à 210 watts, on peut aussi rouler à 40 km/h. Et c'est là que c'est intéressant pour ouais, toutes les phases d'échappée, etc. Enfin, donc 40 watts d'écart là. Ah ouais, ouais. c'est à 40 km/h, enfin, c'est des différences qui sont lunaires. Ah ouais, non, mais c'est vraiment des différences lunaires. Les gens ne s'en rendent pas compte. Enfin, je me souviens, j'avais partagé quelques données sur Twitter et c'était parti un peu viral parce que les gens ils commentent en mode ouais, c'est pas possible, c'est des menteurs et tout. Ah, si les gars, je vous jure que c'est vrai, quoi. Je vous jure que c'est vrai. Donc,
Ouais, non, la règle de base, c'est vrai que un truc un peu contre-intuitif, je vais pouvoir donner un conseil assez pratique là. C'est vrai que souvent on se dit la position aéro, et je me souviens, c'est ça qui avait surpris pas mal quand j'avais fait ces tweets-là à l'époque. C'est que les gens pensent que main en bas du guidon, donc dans la partie ronde, c'est là qu'on est le plus aéro, parce qu'on est plus bas. Sauf qu'en réalité, c'est rarement le cas. Pourquoi? Parce que le le plus gros frein aéro du corps humain, en fait, c'est tout ce qui est cylindre. Parce qu'un cylindre, l'air, il arrive dessus et finalement, il va directement se détacher et créer ces vortex qui nous ralentissent. Et du coup, quand on est main en bas, en fait, on a les bras comme ça, quoi, en fait. Donc là, on a tout l'air qui va taper ici et c'est complètement dommageable sur la performance. Alors qu'en fait, quand on se met main sur les manettes, qu'on pose voilà, les bras parallèles au sol, finalement on diminue, on a plus que cette petite partie du biceps potentiellement qui est exposée directement au vent, mais toute cette partie-là du bras, finalement, c'est plus aérodynamique d'avoir le bras comme ça que d'avoir le bras comme ça. Enfin, après, c'est assez logique à comprendre. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est assez contre-intuitif quand on discute. Pour beaucoup, ils pensent que main en bas, c'est plus aéro, quoi. Alors qu'ils se verraient de face, ils verraient bien que des fois, en fait, ils se baissent même pas. Enfin, en fait, ils mettent les mains en bas, mais ça ne change absolument rien. Donc, on va essayer d'être compact et les mains devant soi, parallèles au sol, quoi. Et pour être capable de tenir cette position, tu joues avec un cintre de quelle largeur? Idéalement, plus le cintre est étroit, mieux c'est, quoi. Mettons, en termes de stats, là je les ai pas de tête, mais il me semble que c'est 2 watts par centimètre en moins à 40 km/h. Donc comme ça, on pourrait dire que c'est pas énorme, sauf qu'on peut passer maintenant, il y a beaucoup de vélos montés usine avec un 42 ou voire un 44. Donc déjà, on passe d'un 42 à un 38, ça fait 4 cm. 4 x 2, ça fait 8 watts économisés à 40 km/h. Donc ça fait quand même des gains pas du tout marginaux, quoi. Et il y a une limite UCI quand même, non, pour la largeur du cintre? La limite UCI, c'est 35 au plus petit. Donc en fait, on a le droit, par exemple, en haut de notre cintre, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de cintres qui sont évasés maintenant. On a le droit, en fait, en haut du cintre, d'être à 20 si on veut. Tant qu'en bas, il faut qu'on soit au moins à 35. Enfin, tant qu'il y a le plus petit endroit du cintre, il doit être supérieur à 35, quoi. Okay. Et ça, en soi, c'est valable que pour les courses UCI. Si vous voulez vous ramener sur une cyclo avec un cintre de 10 cm, vous avez le droit. Enfin, c'est pas des courses UCI, quoi. ouais, après, c'est un peu dangereux, quoi. Ouais, clairement, non, je conseille pas. Il y a quand même une limite, à la largeur. C'est vrai que 38, c'est bien. Je trouve que c'est un bon compromis, ouais. Mais ces gains, je peux clairement en attester. Mais quand j'étais roulé avec toi à Grenoble, justement, en vélo-route, sur le plat, tu étais directement à 40 km/h. Je regarde ton compteur, je vois, il n'y a même pas marqué 200 watts. Alors que moi, j'étais derrière à 250. Parce que moi, je viens du VTT. À la base, tous les VTT, c'est assez marrant. En vélo-route, on a des bonnes puissances moyennes, mais on se traîne en fait. On roule pas vite. Ouais. Alors que vous, sur la route, vous avez toujours cette appétence pour tout optimiser et rouler vite. Et ça se retranscrit directement, quoi. On voit les vitesses moyennes à l'entraînement ne sont pas les mêmes et forcément en course. Et d'ailleurs, moi, l'une de mes limites pour adopter cette position, c'était justement la fermeture de hanches. Ouais. Donc, toi, tu me conseilles définitivement de les raccourcir. Est-ce que tu me conseilles le 165? De raccourcir tes hanches. Raccourcir les manivelles. Ouais. Ouais, j'étais un peu vite. Est-ce que tu me conseilles de passer sur du 165 ou c'est un peu radical? Ouais, franchement, oui. Je me monte un vélo là, en ce moment. Il faut que je fasse le choix ce week-end. Ouais, vas-y. Passe sur des manivelles 165, c'est sûr. Globalement, alors c'est vrai que c'est une hype qui est. Tout le monde, j'ai l'impression, après je peux me tromper, moi je suis tellement dans un microcosme performant, j'ai l'impression que quand il y en a 4 qui parlent d'un sujet, tout le monde en parle. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que beaucoup de gens parlent de la longueur des manivelles. C'est vrai que c'est un choix intéressant. Je pense que c'est un choix à faire quand on est dans ton cas et qu'on change de vélo. Oui, tant qu'à faire, notre vélo, on va l'acheter quoi qu'il arrive avec un pédalier, autant directement choisir la taille qui nous convient le mieux. Mais si on a déjà un vélo qui est monté, moi par exemple je suis en 172.5, j'y ai réfléchi à changer un. Mais bon, ça fait tout de suite une somme avec les capteurs de puissance, etc. Sachant que le gain, surtout que moi perso, j'ai pas de problème au niveau des hanches, au niveau des genoux. Donc moi perso, j'ai pas fait le changement encore. Mais voilà, dans ton cas, 165, ce serait bien. Pour l'aéro, c'est sûr que tu pourras te baisser beaucoup plus facilement parce que, on le voit en termes d'angle, je n'ai pas les chiffres en tête encore une fois, mais il y a une grosse différence alors que c'est que quelques millimètres. Moi, au début, les premiers trucs, je me suis dit, mais c'est pas possible. Tu passes d'un 165 à 170, c'est 5 mm. Mais ça fait quand même
une différence. Hein. Quand on mesure les angles du coup pendant le pédalage, il y a une vraie différence. Donc ouais, je pense que c'est pertinent hein, quand on achète un nouveau vélo, qu'on veut faire de la performance, être en position aéro, ça vaut le coup d'essayer 165. Ou si comme toi aussi on a peut-être des douleurs voilà, au niveau des hanches ou des difficultés à se pencher ou douleurs au niveau des genoux aussi parce qu'on va limiter la flexion de genou. Donc ouais, ça me paraît être intéressant comme choix. Ouais. Ouais, c'est clair, parce que moi j'ai une douleur jambe gauche, donc ça me semble être le choix le plus probable. Et il n'y a pas de perte de performance physique en allant sur du plus court? Non, a priori non. A priori non. Non, non. Il y a des études là-dessus. Hein, ils ne trouvent pas de différence significative entre les différentes longueurs de manivelle, hors extrême. Quoi. Mais voilà, quand on est entre 150 et 200, globalement, c'est pas de différence significative. Voire une légère tendance sur certaines études, mais c'est sur certaines études. Bon, après, c'est à prendre avec des pincettes. Une légère tendance vers le plus court, mais c'est une légère tendance. C'est pour ça que ça m'a pas fait franchir le pas personnellement, parce que bon, j'ai creusé quand même du coup les études, hein, j'ai regardé. C'est pas net quoi. Quand on n'a pas de soucis, moi de toute façon je suis toujours partisan de quand on n'a pas de soucis. On n'essaie pas de se prendre la tête à faire des changements, c'est de l'énergie mentale, hein, mine de rien, tout ça, ça nous fait des changements, ça peut nous prendre la tête, on va peut-être pas se sentir bien. Finalement, on va peut-être perdre 2 semaines d'entraînement. Il y avait ça aussi, je vais dire, ok, je change de manivelle maintenant, mais là je fais quoi? Alors, on est au mois de novembre, je vais recommencer à m'entraîner plus sérieusement. Ça veut dire que bah, ouais, le temps que je me réadapte, en fait, je vais passer 2 semaines où je vais faire 10 heures de vélo, c'est pas top. Ouais. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Ok, mais moi dans ma position, tant qu'à changer de vélo, autant partir sur ça quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Bon, ben c'est top. Je vais faire ce choix alors, ça a été confirmé par l'expert, c'est top. Ouais, je valide. Et justement, j'aimerais parler de ta saison en N1. Ouais. Tu me parlais que voilà, c'est un peu spectaculaire ce genre de course, se retrouver à l'intérieur du peloton. Déjà, ça fait quoi de se retrouver à l'intérieur d'un peloton N1? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ça roule vite déjà, ça roule très très vite, c'est impressionnant. Ouais, je pense la vitesse et le rythme, en vrai, c'est ce qu'il y a de plus fou. Parce que ouais, ça va toujours vite, quoi. Hormis évidemment dans des montées raides, mais ouais, sinon ça file. Hein. Ça file, voilà, ça parle un peu, ça se touche un peu. Ouais, c'est assez. Comment dire? C'est pas manuel, mais ouais, c'est sportif quand même hein, à l'intérieur d'un peloton. Voilà, des fois, il y a un peu de contact, etc. Bon, je me mêle pas trop à ça, mais voilà, on est un peu obligé d'y passer parce que finalement, naviguer dans un peloton et être bien placé, c'est quand même extrêmement essentiel. On peut pas, maintenant, enfin, on peut pas s'en sortir si on n'est pas capable d'être bien placé au pied d'une montée décisive. Finalement, enfin, c'est impossible de faire des résultats. On a beau avoir tous les watts du monde, c'est compliqué, quoi. Donc, c'est vraiment un facteur super important. Et ouais, qui s'apprend un peu naturellement. Je dirais, il n'y a pas forcément d'école pour apprendre à frotter, comme on dit, à bien se placer. Quoi. C'est en faisant qu'on apprend. Quoi. Ouais, donc ça vaut le coup d'avoir commencé peut-être assez jeune pour avoir un peu cette surcharge progressive du fait de frotter. Ouais, je pense parce que ouais, c'est ce que je me disais moi quand à l'époque j'avais attaqué les courses cadets, style les trophées Madio, où en fait c'est un peu les seules courses en France où il y a 200 cadets, c'est des courses en ligne, et on se prépare quand même vachement bien à ce qui se passe ensuite en junior où bah ouais, on va se retrouver un peu sur ce type de course-là. Alors que si on reste dans son département, où on est 25-30 cadets au départ, ça n'a quand même rien à voir. C'est quand même un autre vélo, franchement, c'est autre chose. Et j'ai entendu dire aussi qu'il y avait certains cyclistes qui étaient vraiment forts dans leurs jeunes années. Du coup, ils étaient tout le temps en échappée, toujours devant. Et après, ça entraînait des carences pour la suite de leur carrière où les niveaux se resserrent. Ouais. Et c'est plus dur de rouler un peloton. Quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, bon, après il y a plein de choses aussi, ça on peut en parler, mais c'est vrai que d'un point de vue psychologique aussi, c'est pas facile. Quoi. Pendant toutes tes jeunes années, tu écrases les courses et puis d'un coup, tu te retrouves un peu ouais, comme ça, à se dire merde, en fait, je suis pas bon. Quoi. Et c'est vrai qu'en élite, on peut vite avoir ce choc-là, en amateur, de se dire, parce que les bons juniors qui marchent maintenant, et il y en a certainement qui nous écoutent là, on a vite fait de se dire ouais, je suis fort, quoi. Enfin, d'avoir une grande confiance en soi. Et je pense que des fois, c'est intéressant d'aller faire des courses avec les élites en National 1, enfin vraiment des courses élites nationales, pour vraiment se rendre compte de ce que c'est, de se dire ah ouais, ok, là c'est une course élite nationale en Bretagne, des courses comme ça, là en ce moment en France, il y en a 4, et là je me fais taper dessus, et là en France, là il y a peut-être 500 mecs là qui roulent comme ça, quoi.
Et moi, je suis là, j'arrive. En vrai, ça remet à sa place parce que, ouais, le niveau, il est quand même très important et je pense que c'est bien de s'y être préparé. Alors, c'est sûr, il y en a, ils vont franchir le cap direct et voilà, ils sont très forts et puis ils vont tout de suite marcher. Mais il y en a pour qui c'est plus compliqué et ça demande un petit peu de temps, quoi. Et le niveau est très dense, où il y a une petite élite qui va vraiment se différencier, qui a écrasé cette saison par exemple. Non, non, franchement, le niveau, il est extrêmement dense. C'est ça aussi qui est assez impressionnant. De toute façon, plus on monte en niveau, de toute façon, plus c'est dense. Voilà, moi, j'ai connu aussi la Nationale 3, où c'est vrai que sur les Coupes de France, par exemple, voilà, on était une trentaine fort, on va dire. Et après, oui, le reste ne joue pas, quoi. Ils sont là en mode survie et puis voilà, ils disparaissent vite. Alors que sur les Coupes de France Nationale 1 ou sur les courses élites nationales, ouais, on peut à certains moments de la course se dire ouais, là par contre ça roule vraiment fort et puis on se retourne et puis en fait ouais, on est encore 180 quoi. Ah ouais. Et c'est vraiment impressionnant. Et donc apparemment du coup bon, le niveau au-dessus, alors je connais le niveau classe 2 qui est le petit niveau pro on va dire, où voilà c'est encore un petit cran au-dessus où vraiment là ça casse très peu, où vraiment tout le monde a un très bon niveau. Et après ouais, plus on monte de niveau apparemment World Tour c'est de la science quoi. C'est hallucinant quoi. C'est le niveau moyen des coureurs est fou quoi. Justement, je pense Allez, j'ai envie de te poser la question directement. Est-ce à quel niveau on fait la différence entre un cycliste qui est au plus haut niveau amateur français et un coureur World Tour? Est-ce qu'il y a déjà une différence physique de base? À quel endroit se fait la différence en fait? Si les deux se retrouvaient dans une course, ouais. Pourquoi est-ce que le coureur World Tour serait meilleur quoi? Enfin, en partant du principe que les coureurs World Tour sont meilleurs. Ouais, ce qui est pas toujours le cas. Enfin, en fait, ils sont meilleurs, ils sont pas tous meilleurs au même endroit. Enfin, je dirais que voilà, un très bon coureur amateur, c'est des courses qui sont quand même assez différentes de ce qui se passe chez les pros. Bien qu'on voit depuis quelques années quand même des courses chez les pros qui tendent à revenir un peu comme des courses amateurs. Parce qu'en gros, une course amateur, c'est quoi? C'est à bloc tout le temps, Ouais. ça attaque tout le temps. Et c'est des courses très dures où il y a assez peu de mouvements, il y a assez peu de phases de contrôle. Alors que chez les pros, le schéma classique, c'est il y a une échappée, ça va contrôler. Donc c'est-à-dire qu'il y a des équipes qui vont décider de prendre la course en main, qui vont se dire bah, nous on a un leader, on a un coureur qui peut gagner la course en fin de course et on va décider d'attendre et de contrôler l'échappée pour les rattraper et puis faire la fin de course. Ça c'était un peu le schéma classique où au final, bah, pendant voilà, 3 à 4 heures de course, on peut faire moins de 200 watts moyen. Et c'est ce qu'on va retrouver sur certaines courses en France, des classes 1 comme Région Pays de la Loire Tour, des courses comme ça, où finalement on fait très peu de watts moyens, ça contrôle et au final ça va jouer vraiment sur la fin, la dernière 30 minutes de course. Et c'est vrai que là, ouais, je discute parfois avec des coureurs du World Tour qui me disent que bah ouais, maintenant, à 100 km de l'arrivée, c'est déjà la guerre, quoi, parce qu'il y a un Remco qui en met partout, il y a un Tadej Pogacar qui en met partout, et finalement les courses se décantent de plus en plus tôt, et ça revient un peu à des courses, hein, comme on dit, c'est le bordel, quoi. C'est comme chez les courses amateurs où il y a difficilement une logique et tout le monde essaie de sauver sa peau, quoi. Donc voilà, théoriquement, en tout cas, un coureur World Tour, il va avoir cette capacité de faire la course comme un amateur finalement, tu vois, mais pendant 250 km, donc pendant 6 heures, alors que les très bons amateurs français, ils vont faire 4 heures de course, quoi. Ah, donc c'est vraiment une différence, ce qu'on appelle la durabilité au final, résistance à la fatigue. Ouais, c'est vrai que c'est surtout ça. C'est qu'en termes de puissance absolue, tu vois, quand je discute avec les coureurs, tu vois, pour savoir un peu leur progression, etc., ça progresse, ils progressent peu hein, sur 5 minutes, 20 minutes. Tu vois, si on gagne 5 watts par rapport à l'année d'avant, on est content, quoi. Donc, ils ne progressent pas beaucoup là-dessus. Par contre, ouais, la capacité à répéter les efforts, ça c'est clair que c'est quelque chose qui progresse bien avec le temps et qui est assez impressionnante chez les meilleurs coureurs du monde, quoi. Du coup, entre amateurs et pro, si tu prends par exemple leur profil de puissance record de 0 à 20 minutes, c'est à peu près similaire au final. Non, non, quand même, hein, franchement, ça dépend qui on prend. Le pro moyen, non. Le pro moyen, franchement, il n'y a pas une grosse différence. Voilà, le coureur d'équipe Conti ou d'équipe Pro Tour, voilà, il n'y a pas une énorme différence avec un coureur amateur. Après, si on prend les champions du World Tour, là, c'est quand même un énorme cran au-dessus. Okay. Il y a vraiment une très, très grosse marche. C'est des chiffres hallucinants, quoi. C'est juste fou, quoi. Ok, ouais, c'est clair. Maintenant, les chiffres, bon, sur le Tour de France, par exemple, il y a toujours des personnes qui vont venir calculer, donc on a une bonne idée des watts. Non, je ne vais pas forcément te demander la différence, peut-être qu'on en parlera un peu par la suite. Mais du coup, pour rester quand même sur le cyclisme amateur, comment on fait pour gagner une course dans des courses au final extrêmement chaotiques?
Et quelle est la place du facteur chance dans tout ça? Bah, déjà, ça dépend dans quelle région on fait nos courses. Moi, j'ai fait des courses dans un peu toutes les régions de France, donc je connais un peu. Et c'est vrai que ça se court très différemment selon les régions finalement. Donc, bah, quand on est en Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, globalement, le top 20, c'est les 20 plus forts. Après, l'ordre, voilà, ça change un peu, mais globalement, c'est un peu toujours les mêmes, je dirais, parce que les courses sont quand même un cran au-dessus en termes de difficulté, notamment par le dénivelé. Donc la chance rentre en compte, mais pas autant que en Bretagne, en Pays de la Loire, où déjà le niveau est un petit cran en dessous. Et puis, bah ouais, tout simplement de par le dénivelé, etc. euh, ouais, il y a beaucoup plus de facteurs chance parce que bah, on peut être abrité, par exemple, bien plus facilement que quand on est dans une montée. On a beau être abrité par le coureur devant nous, au moment il faut quand même sortir les watts, quoi. Donc voilà, globalement, quand on est fort quand même, on se retrouve devant. S'il n'y a pas trop de… Voilà, hormis grosse lacune technique, on est devant quand on est très fort. Ça se joue quand même au physique, hein, globalement. Ok. Alors au bout d'un moment, le niveau technique, c'est le même. On peut pas se différencier sur la technique à un certain niveau. Ouais, non, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Pareil, bah, en fait, c'est comme le niveau physique, hein. Maintenant, c'est très homogène. Je pense qu'il y a quelques années, voilà, on pouvait attaquer un peu en descente. Par exemple, c'est des choses qui se faisaient pas trop. Même en cyclo, tu vois, c'est des choses qui se faisaient pas trop et qui commencent à se faire un peu. Euh, voilà, on peut se poser les questions, bon, est-ce que c'est intelligent de s'attaquer en descente? Voilà, bon, c'est comme ça que ça évolue parce qu'on n'arrive plus à se lâcher dans les montées, donc on s'attaque en descente. Euh, voilà, nous, on a déjà passé ce cap-là en élite depuis quelques années, donc ça s'attaque dans les portions techniques. Mais ça, pas pour autant qu'on arrive à faire des différences, que le niveau est quand même suffisamment homogène pour qu'au final, ça ne change rien, quoi. Ok. Et quand on court à ce niveau-là, c'est quoi l'ambition? C'est de passer pro? Est-ce que le cyclisme le plus haut niveau amateur français est toujours une antichambre du cyclisme professionnel? Ouais, bah ouais, rien que pour prendre l'exemple de mon équipe, il y a 6 coureurs qui passent chez les pros quand même. Ok. Donc c'est toujours dans cette logique-là. Et ouais, moi je trouve que c'est une bonne étape de développement. Après, voilà, maintenant l'étape, on va dire, le schéma classique, c'est voilà, on sort des amateurs et on va dans une équipe vraiment dévouée au développement des jeunes, une équipe qui est donc déjà professionnelle, qui a déjà un lien avec une équipe même mère, on va dire, une équipe du World Tour par exemple, et qui a donc son équipe jeune. Et voilà, on intègre l'équipe jeune et puis on fait des courses. Du coup, des courses, on peut quand même faire des courses élites. Donc parfois, ces jeunes-là viennent sur nos courses. Euh, mais on va aussi sur leurs courses parce qu'on peut faire donc, des classes 2 qui sont les courses du plus petit niveau pro, on va dire. Et, ouais, c'est un schéma de course qui est quand même différent. Et c'est vrai que quand on est jeune et qu'on a vraiment l'ambition de passer pro, faire des courses au niveau classe 2, c'est intéressant. C'est la suite logique pour passer pro et faire des courses d'un niveau classe 1 où, voilà, comme j'ai dit, les courses en classe 1, ça ressemble beaucoup aux courses classe 2 où il y a quand même bien plus de contrôle et il y a des schémas de course qui sont un peu uniques à ce niveau-là et qu'on n'a pas chez les amateurs, honnêtement très peu, hormis sur des courses par étapes. Mais sinon, voilà, sur des courses d'un jour, on n'a pas ça. Et ouais, voilà, du coup, on peut toujours passer pro en étant chez les amateurs, mais ça devient de plus en plus compliqué, honnêtement, parce que voilà, les équipes qui vont recruter, bah, elles vont regarder plus du coup du côté des résultats en classe 2 ou sur des courses U23, donc vraiment réservées aux jeunes. Et chez les amateurs, ça fait quand même quelques années que bah, ouais, ça attire pas les équipes, ça attire plus les équipes en fait, les équipes pro, qui préfèrent piocher directement dans un coureur qui est en Conti, donc qui est déjà au plus petit niveau professionnel, plutôt que de piocher chez un amateur, parce qu'on ne sait pas exactement comment il va se comporter chez les pros. On prend un risque qui est un petit peu plus important, alors qu'un coureur qui a déjà été un peu formé, bah, ouais, pour les équipes du World Tour notamment, ça fait plus sens, quoi. Ouais, au final, tes juniors et même espoirs, ils se retrouvent sur des courses qui ont la même physionomie que les courses professionnelles, donc il y a un intérêt peut-être aussi à ce niveau. Bah, ouais, puis du coup, voilà, c'est ça, ils vont aller prendre du coup ces coureurs-là très jeunes. Et parce qu'il y a aussi l'idée d'aller chercher les pépites, quoi. Vraiment, c'est vrai que depuis Remco Evenepoel
bah ouais, on veut la pépite quoi, et on a peur de passer à côté de la pépite. Donc voilà, le recrutement se fait de plus en plus tôt pour passer pro et ça commence dès les juniors, voire même dès les cadets un petit peu déjà, où on peut être approché par des équipes pro quoi, alors qu'on a 15 ans et qu'on est au collège, mais on peut avoir une équipe pro qui vient nous contacter. Ouais, c'est quand même discutable hein, parce que bah ouais, à cet âge-là, on n'a pas forcément les pieds sur terre, hein. On passe notre journée sur Instagram, parce que j'exagère un peu, mais bon, t'imagines bien que c'est pas évident ouais, de construire des bases solides et puis un équilibre dans sa vie quand bah ouais, on vit notre rêve déjà de peut-être passer pro, quoi. Ça perturbe pas mal de choses. Ouais, surtout que c'est tellement prenant. Enfin, être cycliste professionnel, c'est quand même un métier difficile au final. Être mis dans ce monde à 15 ans, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est clair. Mais c'est Remco un peu qui a lancé ce mouvement, j'ai l'impression, ou du moins il a eu une grosse influence. Champion du monde junior, dès l'année suivante, il intègre les rangs de la Deceuninck. Je ne sais pas si ça s'appelait comme ça à l'époque, mais il fait une première saison chez les pros directement. Et donc je pense qu'il a inspiré du monde aussi à se professionnaliser vraiment jeune. Parce qu'il a commencé tard le vélo, Remco, mais il s'est professionnalisé directement. Il avait directement du bon matériel, un entraînement optimisé, donc tout a été très vite, quoi. Ouais, carrément quoi. Puis bah, du coup, il a montré que c'était possible. Alors bon, Remco, c'est un phénomène un peu exceptionnel, mais il a montré que c'était possible et ça a inspiré pas mal d'autres coureurs et surtout des équipes de se dire ah ouais, en fait, on peut peut-être faire passer un mec chez les pros directement à 19 ans et ça se passera bien quoi. Alors que traditionnellement, on l'attendait bien plus tard pour passer pro quoi. Donc ouais, c'est des choses qui évoluent. Et justement, lui, il a tout bien fait dès le début, on va dire, enfin, du moins de regard extérieur. Est-ce que tu penses que si on prend un cycliste de, allez, n'importe quoi, 18 ans, il débute le vélo, on l'encadre comme il faut directement, le bon entraînement optimisé, le bon matériel, est-ce que ça peut aller très vite ou est-ce qu'il faut vraiment attendre des années pour pouvoir former une personne? Ça prend quand même un peu de temps. Toi, des 18 ans, bah, du coup maintenant, ouais, c'est vrai que si on s'y met sérieusement à 18 ans, c'est déjà tard, quoi. Alors pourtant on est très jeune, hein, mais c'est quand même tard. Après, ça va quand même très vite. Et quand on est jeune, on progresse vraiment, vraiment vite. En fait, c'est ça qui est impressionnant. Puis on a une capacité d'assimiler des charges, de récupérer, qui est assez unique à cet âge-là. Et c'est pour ça que bah, du coup, les équipes pro vont être attirées par ces profils-là parce qu'on peut vraiment faire un pari et on peut faire un pari qui marche parce qu'on peut prendre un jeune de 18 ans, le faire courir à très haut niveau, bien l'encadrer. Et du coup, c'est un peu ce que tu dis finalement, c'est le modèle des Conti Développement qui vont recruter un jeune de 18 ans qui sort des rangs juniors. Ils vont le professionnaliser à bloc et dans l'espoir d'en faire un coureur du World Tour l'année suivante ou 2 ans après, quoi. Donc, ils montrent que c'est possible et ouais, c'est 100% crédible, hein. Enfin, voilà, c'est des choses que j'ai pu voir aussi cette année où voilà, j'ai des coéquipiers du coup qui ont 18 ans. On a fait un peu le même programme de course sur le début de saison. Et voilà, moi sur le mois d'avril, je me souviens après le Tour du Loir-et-Cher, 5 jours de course avec un de ces jeunes-là qui avait 18 ans. Et moi j'ai fini, j'étais quand même rincé quoi. Et lui, 2 semaines après, il battait son record 20 minutes alors que moi j'étais rincé quoi. Et ça te dit, putain, ouais, à 18 ans, il a assimilé toutes ces charges-là d'entraînement, il a fait autant que moi, voire même plus. Et il s'écroule pas, tu vois, il tient. Et ouais, il y a une capacité à cet âge-là d'assimiler la charge bah, qui est assez impressionnante. Ah ouais, très intéressant. En fait, la question sous-jacente à celle que je t'ai posée, c'est essayer de comparer la vitesse de progression physiologique, parce que forcément, on ne peut pas aller plus vite que notre capacité à s'adapter, et la progression en termes de connaissances et d'implémentation de nouvelles méthodes. Parce que aussi, la différence entre un amateur et un pro, c'est que le pro, il peut dédier tout son quotidien à l'entraînement. Et donc, certes, peut-être qu'il est peut-être plus doué génétiquement à la base, mais ce qui va créer qui va augmenter l'écart entre les deux, c'est sûrement le quotidien du professionnel qui a tout le temps pour s'entraîner. Donc après, c'est extrêmement dur à quantifier. Au final, je pense pas, je ne sais pas si tu auras une réponse à ça, mais est-ce que ça prend vraiment du temps, en fait, physiologiquement, pour atteindre son top niveau? Et est-ce qu'au final, le plus gros frein, ça ne serait pas le fait d'être amateur et de ne pas avoir le quotidien d'un pro? Ouais, bah après, chez les amateurs, si tu veux, la plupart font que du vélo, hein. De toute façon, c'est compliqué de faire autre chose à côté. Moi, je peux le faire parce que j'ai un métier qui me le permet, je fais à distance, etc. Et j'arrive à bien me débrouiller. Les deux sont très bien compatibles. Mais en vrai, sinon, non, c'est très compliqué de travailler à côté.
Donc finalement, puis justement, il y a aussi ce côté-là de se dire, bah ouais, parce que c'est quelqu'un qui s'y investit pas à 100%, il peut passer à côté de son potentiel. J'en suis quand même à peu près sûr, hein. Bon, il y a quand même une différence, celui qui va bosser, soit des fois le soir ou certains fois ou en journée, etc. Enfin, là, c'est quand même compliqué d'atteindre son plein potentiel, quoi. On veut s'entraîner, il faut récupérer, il faut bien manger. Ouais, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Mm. Mais déjà, la première chose à faire, c'est éviter le coup de l'ignorance, en fait, de perdre de la performance juste en n'étant pas au courant des méthodes, etc. Par exemple, on évoquait l'aéro, c'est dingue, on peut gagner 40 watts juste Oui, c'est clair. avec une connaissance, en fait. Oui, c'est clair. Donc déjà, il faut essayer de réduire, quand on est amateur, réduire le plus possible on va dire, la dette de la connaissance pour gagner des watts. Et après, on peut chercher à optimiser. Ouais, Enfin, je dis surtout ça dans le sens que des fois, on pense qu'il faut faire des sacrifices nécessairement pour atteindre le plus haut niveau. c'est vrai. Déjà, voir qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce qu'on a à disposition, quoi, de notre temps, de notre énergie. Il y a quand même beaucoup de choses à optimiser. Et c'est justement ce que tu proposes avec Cyclisme Performance à travers tous tes podcasts, tes formations également. Optimiser déjà le temps qu'on a, quoi. Ouais, c'est très vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est une culture un peu anglo-saxonne, je dirais, qui a amené ça aussi. Enfin, moi, après, c'est peut-être aussi un biais de sélection où en fait, les étrangers qui arrivent en France, c'est de toute façon entre guillemets, des phénomènes de motivation et de dévouement à la performance. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression que les étrangers sont un cran au-dessus par rapport aux Français. Voilà, c'est très certainement ça. Mais tout ça pour dire que la moyenne des cyclistes français, on a l'impression que ils ont justement l'impression qu'il faut sacrifier plein de choses pour progresser et qui du coup ils mettent leur énergie en fait au mauvais endroit et on se dit mais putain mais change ça, tu verras, ça va tout changer. Alors que des cyclistes étrangers l'ont compris depuis bien longtemps. Bon, c'est des choses qui évoluent petit à petit, voilà, parce que tu fais aussi par tes vidéos, etc. Et tout ce qu'on trouve maintenant sur Internet, on arrive à quand même progresser beaucoup plus vite, je pense, et c'est ce qui participe au phénomène d'augmentation des vitesses moyennes de tout le monde à tous les niveaux. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter tout de suite, hein. Il y a encore de la marge de progrès pour beaucoup de gens. Donc, Oui, il y a de la marge de progrès pour tout le monde, mais pour une personne qui est déjà comme toi, qui est déjà bien optimisée, je pense que la recherche scientifique va aller dans quelle direction, sur quel secteur on va pouvoir gagner des watts encore. Bon, c'est dur d'anticiper, mais est-ce que tu as peut-être des pistes à nous livrer? Ouais, c'est une bonne question, honnêtement. Là, je sais pas trop. Parce qu'en soi, l'aspect de nutrition, je pense qu'il est franchement bien maîtrisé. L'aspect matériel est quand même bien poussé aussi. On voit depuis quelques années, si on regarde des photos des cadres de 2020 et des cadres de 2024, 2025, bon, c'est difficile d'y percevoir quelque chose. On voit qu'il y a une tendance au plus aéro, mais enfin voilà, c'est pas non plus ultra flagrant, quoi. Il n'y a pas une révolution de dingue. Bon, il y a eu le changement des freins à disque qui a quand même pas mal révolutionné le vélo, mais enfin révolutionné, c'est un grand mot, mais en tout cas qui a été adopté. Non, franchement, je ne sais pas trop, même sur l'entraînement. Bon, on voit depuis quelques années la chaleur, c'est vrai que tout le monde en parle, etc. Après, moi, comme protocole d'entraînement, je ne suis pas particulièrement convaincu de ses bénéfices et de son intérêt de le mettre en place. Pour de l'acclimatation, ça fait sens, mais ouais, pour progresser, ça a ses limites, forcément. Donc non, je ne sais pas. Franchement, c'est une bonne question. Le protocole à chaleur pour progresser, pourquoi ça ne fonctionne pas selon toi? C'est le rapport bénéfice-risque qui n'est pas bon? Il y a des bénéfices déjà? Ouais, il y a des bénéfices. Pour l'acclimatation, ces bénéfices-là, ils sont certains. Voilà, l'augmentation du volume de plasma sanguin, notamment, le fait d'avoir plus de sang, grossièrement. Ça, c'est une adaptation à la chaleur, du coup, qui va nous permettre de mieux évacuer la chaleur. Et du coup, oui, ça marche, c'est assez logique. Et après, l'idée, en partant notamment de cette adaptation, c'est de se dire qu'on a un sang qui, du coup, va être un peu plus dilué. Donc, on va transporter un peu moins d'oxygène. Et du coup, les reins vont capter ça, et reproduire un peu plus de PO. On va avoir plus de globules rouges et transporter plus d'oxygène sur un plus gros volume de sang. Et du coup, on va pouvoir transporter au total, augmenter notre masse d'hémoglobine. C'est le principe. Donc, si on augmente notre masse d'hémoglobine, on transporte plus de sang, on améliore notre VO2 max. C'est le schéma classique. Et quand on regarde vraiment les améliorations de la performance, c'est pas très, très convaincant, comme l'altitude, quoi, où il y a beaucoup d'études en fait, qui vont se concentrer sur l'amélioration de paramètres physiologiques. Moi, c'est quelque chose qui m'embête beaucoup dans toutes ces études-là, sans test de performance, quoi. On ne fait pas de contre-la-montre, on ne fait pas de test de puissance. Certes, ils améliorent leur masse totale d'hémoglobine, mais bon, en soi, on ne fait pas de classement de celui qui a la plus grosse masse totale d'hémoglobine. Ouais.
Et ça, c'est vrai que c'est un truc comme pour les mitochondries où à un moment on se disait ah ouais, faut faire du sleep low ou de l'entraînement à jeun parce que ça va activer la biogénèse mitochondriale Ouais. et on va avoir plus de mitochondries. Ouais, mais tu penses que ça va te rendre plus rapide? Les gens, ils en savent rien. Non, ils savent juste que ça va améliorer leur mitochondrie. Mais Oui. finalement, on se rend compte que les études qui testent la performance et qui testent aussi voilà, des enzymes marqueurs de la biogénèse mitochondriale, en fait, on se rend compte que oui, on améliore les marqueurs de la biogénèse mitochondriale, mais finalement, la performance, ça ne s'améliore pas, quoi. Donc, Ouais, mais il faut parler aussi du coût associé à ça. ouais. Que ça soit, je pense, protocole chaleur, ça s'accompagne de risques. Mm. Si on fait une grosse séance sous la chaleur, peut-être ça va augmenter peut-être la durée de récupération aussi. Ouais. Puis psychologiquement, je ne sais pas si tu as déjà fait. Non, T'as jamais fait, c'est spécial. C'est spécial. le coût psychologique. Et ouais, clairement, parce que même à très haut niveau, du coup, pour côtoyer quelques coureurs du World Tour, ou quand je leur parle, il y en a, ils me disent ah, ça me saoule. Non, moi, j'en ai fait 2 jours, j'ai arrêté, quoi. Enfin, il dit même ces mecs-là, quand entre guillemets, c'est leur métier, quoi. Même eux, ça leur casse le crâne, quoi. Ouais. Donc, c'est que. Enfin, et puis moi, j'ai essayé aussi. Enfin, pour de l'acclimatation à très court terme, c'est ok, mais enfin, en faire pendant 3 semaines. Et je trouve que c'est important aussi de se fixer des limites. Enfin, du moins, moi, je m'applique des limites. Je sais que ça, j'ai pas envie d'essayer. Ouais. Est-ce que toi, tu t'appliques des limites, un cadre à pas dépasser? Je pense notamment, je me suis noté ça sur mes notes. Par exemple, les casques aéros, c'était de la jumbo sur le contre-la-montre. Ça avait fait débat. C'est vrai que ça a tendance un peu à dénaturer le vélo, peut-être toutes ces méthodes-là. Donc, est-ce que toi, tu aimerais placer une limite quelque part? Ouais. Après, en plus, ce qui est ridicule, c'est que, pour reparler des casques de la Jumbo, c'est que pour en avoir discuté avec des experts de l'aérodynamisme, la réalité, c'est que ce type de casque-là améliore très certainement l'aéro dans un tunnel, mais dans la réalité, probablement pas. Et en fait, ça s'est un peu vu sur les performances, hein. Tout le monde s'est un peu foutu de leur gueule aussi parce que les mecs, ils avançaient pas, ils roulaient pas plus vite, quoi. Donc c'est vrai que ces dérives-là qui sont un peu ridicules. Donc voilà, bon, j'en parlais pour la chaleur ou pour plein d'autres choses, là. Mais après, non, les limites, je réfléchis, quel truc j'aurais pu me dire, ah non, ça je peux pas. Non, en vrai, parce qu'en vrai, les cintres pas très larges, globalement, je trouve que c'est joli à une certaine limite. À partir d'un moment, je trouve ça un peu ridicule. Mais je peux comprendre, enfin, il y en a un qui court, qui est notamment en Conti, voilà, qui court chez les pros, qui a fait quelques courses avec nous. C'est Van Schip, un truc comme ça, un néerlandais. Tu pourras afficher une photo si tu veux de sa position. C'est un truc, c'est ridicule quand même. Mais je suis sûr qu'en termes d'aéro, c'est NASA, quoi. C'est vraiment, il a un cadre qui est vraiment assez petit. Du coup, il a vraiment une potence qui est assez relevée. En fait, il est posé, mais comme ça, sur son vélo de route. Tu vois. En plus, le mec, il est géant, il doit faire 1,90 m. Et ouais, bon, après, voilà quoi, entre la performance et le style. Bon, Ouais, il y a un arbitrage à faire, quoi. ouais, voilà, après, si on veut vraiment la performance, bon, je pense que c'est pas. Mais le style améliore la performance. Il me semble avoir vu un papier passer sur ça, où le fait d'être bien présenté sur son vélo, d'un point de vue mental, ça a des bénéfices qui entraînent une augmentation de performance. Ah, ça ne m'étonnerait pas du tout. Comme ça peut impressionner aussi les autres. Bon, après, ça a des limites quand même. Bon, au bout d'un moment, tu vois bien que quand tu peux lâcher un gars, il a beau avoir le plus beau vélo que toi, Ouais. tu arrives bien à voir que bon, peut-être t'es plus fort que lui, quoi. Mm. Mais bon, ça fait son petit effet quand même. Ouais, ça fait partie aussi du vélo, le style. Ouais. Enfin, on n'est pas là pour ressembler à un astronaute ou. Non, c'est vrai que non, le style, c'est quand même sacré en vélo. Ouais, il y en a qui prennent ça vraiment au sérieux. Voilà, moi, je le prends pas trop au sérieux, mais voilà. Performance first, mais un peu stylé quand même. Les chaussettes aéro, c'est stylé et ça a des bénéfices aussi. Ouais, c'est stylé, c'est devenu stylé. Au début, c'était un peu spécial quand même. On se pointait sur une course avec des chaussettes aéro, on te regardait bizarre en mode putain, il faut quoi lui avec ses chaussettes en lycra là? Mais voilà, ça a été adopté. Bon, je pense, comme tu l'as dit, pour les performances, c'est sûr que pareil, sur l'aéro, il y a des gains assez fous à faire dessus. C'est comme je t'expliquais, voilà, un cylindre, il n'y a rien de pire en aéro. On regarde notre jambe, en fait, notre jambe, c'est un énorme frein, quoi. Donc, tiens, on parlait peut-être des potentielles améliorations sur le futur. Je pense que sur le textile, il y a encore pas mal de choses à faire, hein. Voilà, sur les cuissards notamment. Globalement, des cuissards où il n'y a pas de texture dessus. Et je suis quasiment sûr qu'en mettant des textures, on peut avoir quelque chose.
de la même manière que sur des chaussettes aéro finalement. Donc on a notre tibia qui a un cylindre qui prend le vent en plus à une vitesse accélérée parce que quand on tourne les jambes, on tourne les jambes plus vite que notre vitesse de déplacement, quoi. Donc finalement on tourne les jambes, je sais pas, mettons en vitesse réelle entre guillemets, peut-être à 60 km/h, si on roule à 30 km/h, enfin je sais pas, ça va être fou. Et du coup il y a des gains qui sont stratosphériques en ajoutant un peu de texture qui vont faire que l'air va rester accroché plus longtemps autour de la jambe et du coup diminuer les vortex qui vont nous ralentir, quoi. C'est tout l'intérêt de ces textures-là, quoi. Ah oui, il y avait le cas pratique de la Sky qui avait des petites manches. Ouais, C'était comme la texture d'une balle de golf, il me semble. c'est ça, ouais, ouais. Voilà, le balle de golf, c'est un très bon exemple. Il y a des vidéos sur YouTube, il y a une vidéo qui m'avait passionné quand je l'avais vue. Voilà, en fait, ces petites alvéoles vont faire que l'air va s'engouffrer, va ressortir, va s'engouffrer. Et en fait, ça va permettre que l'air il reste accroché de façon assez impressionnante, alors qu'une balle, du coup, qui est comme, enfin, c'est un cylindre, quoi, il n'y a rien de pire, où l'air il arrive, hop, il fait pouf comme ça. En fait, avec les alvéoles, l'air il repart que ici, quoi. Et ça fait une différence. Enfin, si on peut mesurer ça, du coup, bah ouais, toute la surface où il y a ces vortex-là, bah ouais, la différence entre ça et ça, c'est un truc de fou, quoi. Oui, clairement. Donc allez, s'il y en a qui nous écoutent, il faut développer des tenues. Ouais, tenue, ouais, S'il y en a ouais. qui ont un peu des âmes d'entrepreneurs, C'est vouloir clair. développer ça. Ouais, ouais. On va arriver gentiment vers la fin du podcast, mais avant j'ai une petite question égoïste, mais je pense qu'il va au final aider du monde. Justement, cette semaine j'ai fait mon test lactate. Ok. Normalement, il y a le vlog sur la chaîne où j'ai présenté ça en détail. Donc les résultats, c'est très simple, seuil 1, 272,5 ou 275. Je ne sais plus sur quoi on s'arrêtait, mais bon, tu as compris l'idée. Et Ouais. deuxième seuil, 318. Donc moi, je veux faire une saison grand fond d'eau la saison prochaine. Selon toi, où est-ce qu'il faudrait que j'arrive à positionner ces seuils pour être compétitif, pour des top 10, on va dire Ouais, compliqué comme question. Ouais, non, c'est une question un peu compliquée. Ouais, non, j'aurais Du pas de moins, réponse en plus, précisément. C'est vrai que c'est Non, c'est dur à dire. elle est un peu mal posée. Ou alors l'amplitude des progrès, ou alors quels seraient les choix peut-être les plus judicieux Est-ce que c'est beaucoup plus déterminant de monter le seuil 1 par exemple Toi, par exemple, vu que tu fais des tests depuis longtemps, tu as traqué tes progrès. Ouais. On va dire que, est-ce que tu arrives à faire des corrélations entre par exemple une amélioration du seuil 1 des performances ou du moins quel seuil a le plus d'impact sur la performance en course après amélioration? Ouais. Bah, il y a plusieurs choses. Déjà, le seuil qui a le plus d'importance, c'est vrai qui fait le plus d'impact, c'est le deuxième seuil. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la puissance la plus élevée qu'on peut maintenir dans un état stable. Et vraiment, il y a une différence claire entre en dessous et au-dessus du deuxième seuil. Et quand on franchit le deuxième seuil, notre temps il est extrêmement compté. Alors qu'en dessous du deuxième seuil, c'est quand même une durée qu'on va pouvoir beaucoup plus tenir. En revanche, les deux ne progressent pas de la même façon. Je dirais que le deuxième seuil c'est quelque chose qui va progresser relativement vite dans notre pratique. Voilà, en quelques années, on n'atteint pas notre maximum, mais en tout cas, on va commencer à plafonner. Tandis que le premier seuil va plafonner beaucoup plus tard dans la pratique, dans nos années de pratique. Et du coup, le premier seuil a beaucoup plus de potentiel d'amélioration, je dirais. Et dans ton cas, toi, quand je vois tes seuils, que je me fais un petit ratio dans la tête, je pense que tu as de la marge sur le premier seuil, alors qu'en soi, tu as déjà un deuxième seuil qui est bien, tu vois. Mais clairement, ce premier seuil, je pense qu'il peut être un peu amélioré. Et ce qui améliorerait aussi tout le reste finalement, puis même en course. Parce que tu vois, si tu arrives à passer ton premier seuil à 300 watts, je pense que c'est tout à fait possible, tu vois, vu tes seuils. T'imagines bien que tu vois, 300 watts, ça veut dire que c'est quand même une allure où tu accumules peu de fatigue. Tu accumules de la fatigue, évidemment, d'un point de vue énergétique, c'est pas gratuit de rouler à 300 watts. Mais d'un point de vue quand même physiologique, plus systémique, tu accumuleras beaucoup moins de fatigue. Du coup, tu vas être plus durable aussi, tu vois, moins fatigué au fil de ta cyclo. Donc, ça veut dire que tes puissances du début de course, tu vas pouvoir les répliquer plus facilement au fil de la course. Puis au final, en fait, tout est lié, tu vois. Donc, premier seuil, je pense que tu as un peu de marge. Après, les deux seuils, je pense, ouais, on ne se rend peut-être pas toujours compte des fois du niveau en cyclo. Même moi, tu vois, je ne me rends pas forcément compte. Donc, c'est pour ça que j'aurais du mal à te donner exactement des chiffres. Mais je sais qu'il y a quand même un très gros niveau, très gros niveau pour faire des bons classements. Oui. Mais j'ai hâte de voir où est-ce que j'en serai dans 6 mois déjà, voir la progression qui
à la suite de ce test-là, voir comment les seuils vont bouger en fonction de ce que je vais mettre en place. Et toi d'ailleurs, c'est quoi ton avis sur les grands fondos cyclo? Ça t'intéresse? J'en ai fait un petit peu du coup l'année dernière, voilà, par le biais de l'équipe Les One du coup avec Cédric que je salue, qui m'a donné cette opportunité. J'ai pas particulièrement accroché après parce que voilà, c'est vrai que à mon niveau où je cours en FFC, on a la chance, et du coup maintenant je mesure vraiment cette chance-là, d'avoir des routes qui sont fermées. Parfois on a la gendarmerie, enfin, quand on court chez les pros, on a la gendarmerie, on a les routes qui sont bloquées, qui sont de façon, je dirais pas extrêmement sécure, mais c'est quand même très safe. Nous, des fois, en tant que coureur élite, on a l'impression que la sécurité, c'est n'importe quoi. Franchement, quand on met les pieds sur une cyclo, on se dit, mais là, c'est un truc de fou, comment on peut autoriser ça, tu vois. C'est pour ça que, du coup, ouais, je profite bien des courses élites de ce niveau-là où, pareil, en soi, on paye rien, quoi. Enfin, moi, limite, je gagne de l'argent à faire des courses élites, quoi, tu vois. Comparé quand même au budget grand fondo, tu vois, c'est quand même un investissement. Donc, en vrai, non, ça m'attire pas tant que ça, parce que mine de rien, voilà, les risques que je prends sur mon vélo, bah, comme je t'ai dit, j'ai déjà eu une grosse chute, etc. C'est des risques que je mesure quand même, tu vois, je sais ce que c'est. Euh, Est-ce que j'ai envie de prendre ces risques-là toute ma vie? Voilà, j'ai envie de faire du vélo toute ma vie, ça c'est certain, j'adore ça. Après, en compétition, en soi, voilà, je vais faire mon temps en élite, je m'amuse bien. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, après, enfin, ça ne m'attire pas plus que ça de continuer à refaire des grandes fondos. Continuer à prendre des risques, comme je t'ai dit. Maintenant, on s'attaque en descente. Enfin, moi, du coup, le moment où vraiment ça m'a un peu choqué, entre guillemets, c'est la dernière cyclo que j'ai faite. Où, en vrai, c'est peut-être une des pires chutes que j'ai prises de ma vie, tu vois. Où les mecs, ils n'arrivaient pas à me lâcher dans la bosse. Et c'était des mecs du coin, tu vois. Et ils ont attaqué dans la descente. Et putain, j'ai pris un petit. Pourtant, je suis un bon descendeur, tu vois. J'ai pris un petit écart. Et du coup, il y a un virage où j'ai voulu passer à la limite pour recoller. Et je me suis fracassé violemment. Et je me suis dit, putain, c'est quoi ce délire en fait? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'on fait en fait là? Genre, là, j'ai payé pour faire cette course, là, j'ai lâché je sais pas combien d'euros pour faire cette course. Et là, je suis en train de me suicider dans une descente à 70 km/h. C'est bon, hein, genre, faut plus ça. Ok, dans les grands fondos, c'est fini pour toi. Donc, ouais, non, c'est vrai que c'est. Voilà, après, c'est vrai que pour faire de la compétition au niveau. Alors, après aussi, il y a un truc, c'est que moi, j'ai pas fait des très grosses cyclos, tu vois, je pense. À l'étape du Tour notamment, où là on est quand même un cran au-dessus en termes de sécurité. En fait, je pense que c'est quand même l'avenir. Enfin, je vois des petites cyclos, etc. De toute façon, elles attirent de moins en moins de monde. Enfin, des échos que j'ai, mais ouais, elles attirent de moins en moins de monde. C'est compliqué. Maintenant, ce qui va vraiment attirer les gens, ça va être ces gros événements-là. Et je pense d'un point de vue sécuritaire, bah oui, là, tu vois, c'est bien plus logique de se lancer dans un truc plus gros, qui a des ressources aussi derrière, etc. Et qui vont organiser des vrais événements qui ne ressemblent pas forcément à des courses sauvages. C'est un peu ça, quoi. Ouais. Bon, je trouve ça assez positif le développement de ces grandes courses. Bon, certes, on met souvent en avant le coût qui est important, mais au final, je trouve que ça restructure toute la saison où du coup on fait moins de courses. On dédie plus de temps à la préparation, donc on arrive sur des courses avec une forme beaucoup plus élevée, on prend plus de plaisir. Donc juste sur le plan du coût, en fait, on économise plein de week-ends de courses aussi. Donc en fait, il faut le remettre en perspective. Et je trouve intéressant parce que les courses se rapprochent plus de la physionomie des courses professionnelles. Bon, on peut le voir avec l'étape du Tour, c'est clairement une étape du Tour. Donc je trouve que c'est très intéressant aussi. Et c'est aussi moins élitiste que le niveau amateur, quoi. Enfin, tout le monde ne peut pas aller à ton niveau. C'est accessible à tous, donc ouais, je trouve ça très intéressant. Et le niveau est énorme. Je suis par exemple Mathia Gafouri sur les réseaux, participant à la Swift Academy. Lui, il a des statistiques de professionnel, mais il reste quand même sur le format grand fondo parce qu'il fait les courses qu'il veut. Bon, après, il a la chance de gagner sa vie de ça aussi. Donc, non, mais c'est ça le pire, c'est que ouais, il y a un niveau de fou, quoi. Même moi aussi, c'est certainement pour ça que ça ne m'attire pas. Il faudrait que je m'investisse. Là, tu vois, je m'investis quand même fort pour essayer de progresser et tout. Il faut encore maintenir cet investissement pour espérer jouer le top 10. Tu sais, moi, il y a un truc que j'adore dans le vélo et je pense que c'est aussi pour ça que les grandes fondos, ça ne m'attire pas plus que ça. Moi, j'adore jouer en fait. Ouais, j'adore jouer, faire la tactique, attaquer et tout ça, tu vois, vraiment être dans le jeu. Et pour ça que même les courses en Auvergne-Rhône-Alpes, finalement, m'attirent moins que des courses dans les Pays de la Loire où je m'éclate plus parce que t'es un peu plus ouvert, quoi. On peut prendre des risques, on peut attaquer, etc. Quand tu as un gros col, tu as beau attaquer, mais bon, au bout d'un moment, tu es limité par tes qualités physiologiques, quoi. Ouais. Donc voilà, ouais. Et comment tu vois la suite de ta carrière dans le vélo? Tu ne penses pas faire encore beaucoup de saisons?
Je sais pas, ouais. Bah, je pense, là, je pars un peu dans le principe que c'est la dernière. Après, bon, on verra, on sait jamais trop. Soit j'ai quand même un bon équilibre entre, du coup, professionnellement, voilà, socialement, etc. Donc, Mm. ouais, je suis très heureux de ce que je vis. Donc, pourquoi pas peut-être continuer encore un peu. Aussi parce que, du coup, je mesure la chance que c'est de faire toutes ces belles courses-là, d'être à ce niveau. Bah, ouais, c'est sûr que je pourrais pas le faire. Voilà, le jour où je décide d'arrêter, c'est sûr que si je m'investis plus autant, ce sera plus possible de le faire, quoi. Donc, euh, donc voilà, bon, certainement peut-être la dernière année ou pas, j'en sais rien en fait. Ouais, Ouais. on sait jamais. Non, on sait jamais. On sait jamais. Et pour cyclisme performance, comment tu vois l'avenir? Bah, on va continuer, hein. Nous, ça se développe bien, gentiment, on prend notre temps, mais voilà, on se structure. Du coup, voilà, maintenant on est 5 avec 2 alternants. Donc ouais, c'est sympa, c'est une belle aventure qu'on vit tous ensemble et voilà, qu'on partage. C'est un peu comme le vélo, hein, finalement. C'est vrai que le vélo, c'est sympa qu'on le partage, mais je ne me verrais pas faire du vélo tout seul dans mon coin. Voilà, j'aime bien rouler avec d'autres, j'aime bien faire du coup, des courses aussi, voir d'autres coureurs, hein. C'est vrai que c'est un petit peu les bénéfices qu'on peut avoir avec des grandes fondos aussi, hein, c'est qu'on retrouve des copains, tout ça, c'est vrai que c'est sympa. Moi, je l'ai du coup avec les courses élites. Et, euh, voilà, du coup, c'est quelque chose qui se partage. L'entrepreneuriat, ça se partage aussi. Entreprendre voilà, tout seul, bah, c'est vrai que c'est sympa un temps, mais au bout d'un moment, on a quand même aussi envie d'échanger, de se développer à plusieurs. Et ouais, c'est quand même cool de vivre une expérience comme ça où ça pourrait mal se passer, mais en l'occurrence, là, ça se passe bien, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Ouais. C'est dingue de voir où tu en es maintenant, alors qu'à la base, tu as commencé pendant ton année de STAPS, Mm, après un concours de circonstances, comme tu nous l'as expliqué. ouais, Et là, vous vous retrouvez à être 5. Tu m'as dit tout à l'heure, avant d'enregistrer le podcast, que des fois, tu es sur ton vélo, tu vois qu'il y a un podcast de cyclisme ouais, c'est performance clair. qui sort, alors que c'est même pas toi qui l'as fait, vu que c'est Ouais. un autre membre Ah ouais. de ton équipe. C'est fantastique. Ah ouais, franchement, ouais, c'est une vraie satisfaction, c'est clair. Ah ouais, je suis vraiment content. Quand j'écoute du coup les podcasts de cyclisme performance, je dis putain, c'est vrai qu'ils sont bien, tu vois. Je suis content de les écouter moi-même parce que bah, c'est des podcasts qui m'intéressent, quoi. Et donc, ouais, de voir qu'on a réussi à construire ça, franchement, ouais, c'est top, hein. Voilà, bon, on en parlait un peu tout à l'heure, mais la création de contenu, quoi, c'est un truc de fou. Comment, ouais, en étant régulier, on continue, tu vois. Et puis au final, on ne sait jamais où ça nous mène, tu vois. C'est pour ça que je ne peux pas Ouais. faire de plan et me dire où est-ce Non. que je vais aller, parce que je ne sais pas où ça peut me mener cette histoire. Ouais, je pense qu'il faut rester dans la spontanéité, pas Ouais, trop c'est faire de clair. plans. En fait, des fois, on fait des plans pour se rassurer, savoir Mm. où on va. En fait, on ne sait pas quoi. Ouais. J'avais une époque où j'avais vraiment une vision long terme un peu sur tout. Mais Mm. là, c'est le contraire. Maintenant, plus une Ouais. vision court terme. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais cette semaine? Même pour l'entraînement, hein, des fois, Ouais. c'est dur de savoir dans 6 mois qu'est-ce qui va se passer, tout planifier. C'est clair. Et je suis plutôt dans l'optique, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place cette semaine pour faire la meilleure semaine possible Mm. et enchaîner cette semaine-là le plus longtemps. Et Ouais. c'est là où ça amène à des destinations intéressantes. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Hein, pour reparler d'entraînement, je pense que c'est ce qui fait le plus sens. Voilà, quand on fait une saison chez les pros ou quoi, ou comme moi, bah oui, on a un rythme qui est un peu imposé, entre guillemets, mais sinon, c'est clair que je pense qu'en adaptant à son entraînement de façon peut-être ouais, plus, avec une vision un peu plus restreinte, je pense que c'est clairement intéressant. D'où l'intérêt aussi d'avoir les billes pour être autonome et gérer un petit peu son propre entraînement. Là, je pense qu'au final, c'est quand même top pour cet aspect-là, tu vois, parce que ouais, un coach, il peut planifier, mais bon, finalement, plus on resserre, tu vois, la time frame, tu vois, l'échelle de temps, tu vois, bah, plus on peut ouais, essayer d'individualiser à l'échelle même de la sortie, finalement, de qu'est-ce qu'on fait, quoi, à l'échelle de la répétition, à l'échelle de la série, qu'est-ce qu'on fait, que je refais une de plus, une de moins. Tout ça, c'est des choses qu'on peut micro périodiser, quoi, planifier. Mettre beaucoup plus d'énergie dans le micro au final. Avoir quand même une trame macro, je trouve C'est ça, intéressant ouais. pour toujours savoir où on va, mais au final, c'est aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait, quoi, qu'est-ce qui se passe. Ouais, Et ouais, c'est super. Mais ouais, la création de contenu, c'est fantastique. Ben, moi aussi, je peux la tester en fait. Au début, ouais. tu es tout seul dans ta chambre d'étudiant, pareil, j'étais en STAPS, c'est un peu au final la même histoire, quoi. Et ça donne des perspectives énormes. Et surtout, ouais, je trouve que dans le monde du vélo, il y a encore de la place dans la création de contenu parce qu'au final, je trouve que notre personnalité, notre personne est ce qui donne de la saveur au contenu. Il y a par exemple Cédric de la chaîne Les Watts qui a beaucoup été suivi parce qu'au final, c'est une personne. Il a quel âge, Cédric? Une bonne question, autour de la quarantaine. 40 ans, ok. Mais je sais qu'il est. Environ, ouais. Il me Ça semble se trouve qu'il pas est. du tout, mais je crois que c'est à peu près ça. Attention, là, c'est risqué. Ouais, c'est vrai que j'aurais pas dû balancer. Non, je pense que c'est à peu près ça.
Ouais, mais il est enseignant à côté. En fait, les gens s'attachent à cette histoire, arrivent mieux à s'identifier C'est aussi. clair. Donc en fait, il y a de la place, quoi. Et c'est fantastique les possibilités parce que même lui, il a fait des super trucs, quoi. Ouais, non, mais carrément, ouais. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ou déjà, est-ce que tu peux nous parler de où est-ce que tu vas, qu'est-ce qui se passe pour les prochains mois? Ah Parce que bah je pense ouais. que tu le sais précisément. Ouais, si, ouais, là, pour le coup, c'est vrai que c'est bien défini, là. Donc, pit stop à Gérone. Et puis après, ça file sur la Villa de la Borne. Aventure à suivre sur la chaîne YouTube Cyclisme Performance Academy. Vlog toutes les semaines, peut-être, j'espère. Et ouais, je pense que là, ça va être sympa avec des copains pour préparer la prochaine saison. Donc voilà, je vais être en Espagne là jusqu'à mi-janvier environ. Et après, reprise des courses sur le mois de février. Je ne sais pas exactement quand, mais sur le mois de février. Donc ça va aller très très vite. Et après ça enchaîne. Ça se passe vite. La Villa de la Borne, on dirait une télé-réalité. Ouais, c'est clairement ça. En vrai, j'aimerais vraiment faire. Tu me donnes l'idée, il faudrait faire une télé-réalité. Si, fais-le. Un épisode par semaine. Ouais, c'est un peu ça finalement. C'est un peu ça. Après, tu sais, tu fais des planches sur les gens, tu sais, de façon individuelle. Là, quand ils font les télé-réalités, ce sera énorme. Ouais. Un épisode d'1 heure. Non, je pense que ça peut être sympa. Il faut voter en commentaire. Mais si, je trouve génial. Ça permet aussi de démystifier un peu la vie des professionnels. Bon, vous n'êtes pas, t'es pas professionnel, mais ça sera un mode de vie professionnel au final. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, je trouve que ça permet de casser un peu les barrières et ça donne de l'inspiration. Ouais, je veux voir cette télé-réalité, ça peut être sympa. Ouais, c'est le feuilleton de l'hiver. On va voir les petits dramas entre cyclistes. Qui a volé mon gel? On verra ça. Ouais, c'est bien parce qu'il peut y avoir des tensions aussi qui se créent au fur et à mesure que la fatigue s'accumule. Il peut y avoir des petites tensions. Ouais, c'est marrant quand même. Du coup, j'avais déjà fait ça l'année dernière. C'est vrai qu'on s'était bien marré. Et j'ai hâte de revivre ça à nouveau. Donc c'est pour ça que faire du vélo, on se rend pas compte. Enfin, c'est génial, tu vois, ce mode de vie-là. Oui. On s'éclate. Quoi. Ouais, c'est le mode de vie cycliste le plus intéressant. Ouais. Est-ce que j'ai envie d'arrêter? Je sais pas. Ces expériences-là sont quand même vraiment, vraiment cool. Ouais, c'est les meilleurs souvenirs. Ouais, clairement. Ah ouais. Bah écoute, je te souhaite de faire des beaux kilomètres de qualité, de bien t'amuser et on va te suivre de près. Je mets tous les réseaux de Mathieu de Cyclisme Performance dans la description. Et sur ce, Mathieu, je te souhaite une bonne continuation. Merci pour ta présence et cet épisode de qualité. Ouais, merci Antonin, merci pour la dégustation. J'oublie pas, je ne citerai pas ce mets délicieux, mais il était très bon. Je te remercie, ciao. Ciao. Merci à tous pour votre écoute. Si vous voulez repartir avec les points clés de cet épisode pour pouvoir en retirer tous les bénéfices, je vous invite à vous abonner à la newsletter La Science du Cyclisme. Je vous envoie une fiche récapitulative dans les prochains jours. Si vous écoutez ce podcast dans le futur, vous pouvez aller directement sur le site lascienceducyclisme.fr. Vous y retrouverez mon blog avec cet article associé. Vous avez tous les liens pour retrouver Mathieu et Cyclisme Performance dans la description. C'était Antonin Albouy pour La Science du Cyclisme et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de podcast.